Alors, pour Aristote, l'autre grand philosophe, et c'est celui qui a le plus d'influence, donc là aussi dans la pensée française notamment aujourd'hui. Nous sommes, nous Français, donc dans cette pensée, y compris scientifique d'Aristote, on l'oppose souvent à l'Allemagne qui est assez platonicienne par contre. Et donc, les œuvres d'Aristote et celles de Platon représentent les deux pôles de la pensée occidentale. Platon tire de la contemplation ses idées. On peut dire le mot contemplation, on peut dire le mot sublimation, c'est-à-dire que lui, Platon, il est dans la philosophie des idées, il est dans une philosophie abstraite, dans laquelle donc la religion a aussi sa place, et donc il est dans une pensée abstraite des sciences. Euh, Aristote, lui, par contre, c'est plutôt, il penche plutôt vers une observation de la nature, des hommes, de leur cité. Et finalement, bon, Aristote a été donc, c'est lui qui a formé donc éduqué le jeune Alexandre le Grand, celui qui va devenir le grand conquérant de son époque. Et grâce donc à Alexandre le Grand, Aristote donc va devenir un très grand philosophe de son époque, et c'est lui, c'est la pensée d'Aristote qui va devenir dominante. Il aura beaucoup plus d'influence que Platon, mais donc ce qui fait qu'on est dans une science très souvent qui va être une science de l'observation. D'ailleurs, dans les théories scientifiques de base, on dit est scientifique que ce qui peut être observé. Donc, alors là aussi, aujourd'hui, donc avec les nouvelles théories de la physique, on est en train petit à petit de changer d'approche, puisque notamment la physique quantique, donc aujourd'hui, n'est pas observable, mais elle est à la base de nos nouvelles technologies, notamment de l'informatique. Euh, donc tous les philosophes, y compris Platon et Aristote, pensent que la Terre et le cosmos sont immobiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, la Terre ne bouge pas, et nous sommes dans un univers fixe. Mais il y a d'autres personnages de leur époque, notamment Héraclide, qui est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est le premier à déclarer scientifiquement, c'est-à-dire à essayer de démontrer, que la Terre tourne sur elle-même et que les astres se déplacent. C'est-à-dire que tous les astres qui sont autour de nous se déplacent, le Soleil, la Lune, et donc que nous sommes dans un monde qui n'est pas immobile, mais au contraire très mobile. Mais face à Platon et Aristote, bon, Héraclide ne pouvait pas s'imposer, mais en tout cas, donc à cette époque, on commence quand même à réfléchir de façon scientifique à cet univers qui nous entoure. Alors, les plus anciennes cartes, tout à l'heure je parlais des constellations, du ciel et des étoiles, ont plus de 2000 ans. Si on doit avoir deux noms, pour les premiers cartographes du ciel, on peut penser au grec Ptolémée ou au chinois Chen Zhuo. Désolé pour la prononciation. Donc, en tout cas, ces deux-là sont peut-être les premiers dans la civilisation occidentale et chinoise à avoir cartographié de façon assez complète le ciel vu de Chine ou vu d'Occident. Alors, ce qui fait que ces constellations-là vont être à l'origine des signes zodiacales, notamment que nous avons, nous, en Europe. Vous savez que nous avons 12 mois, donc nous avons 12 signes du zodiaque, même si en réalité, bon, il y en a un 13e, mais bon, on va le laisser de côté. Et donc, il y a 12 signes du zodiaque, et ces signes du zodiaque-là vont marquer les mois de l'année, et notamment la vie quotidienne, et notamment la vie agricole. Et on s'aperçoit, bon, aujourd'hui, souvent, les signes du zodiaque, bon,
on en parle pour savoir en quelle année on est né et puis pour les anniversaires. Donc, c'est presque devenu folklorique aujourd'hui. C'est du folklore, le zodiaque européen ou chinois. Mais à l'époque de l'Antiquité, ces 12 signes du zodiaque, notamment en Europe, c'est pas quelque chose de folklorique, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des Européens notamment. Et la plupart des figures que nous voyons, ce sont soit des animaux, soit des objets, mais les Grecs n'ont pas tout inventé, et je le répète très souvent parce qu'en Occident, on parle souvent que c'est les Grecs qui ont inventé les choses. Alors, dans les sciences, tout à l'heure, je vous ai déjà dit que les Grecs se sont beaucoup inspirés des Égyptiens parce que les grands de cette époque, Platon, Thalès, Pythagore, ont eu une formation, un enseignement de longue durée auprès des Égyptiens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, toutes les figures animales que nous avons dans nos signes du zodiaque viennent donc des Babyloniens notamment. Donc, c'est un transfert de Babylone chez les Grecs. Et finalement, on va voir donc ces signes-là pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a tous oublié ça, hein, nous occidentaux, nous Européens ou Français, on a tous oublié le sens de ces signes du zodiaque, mais ils sont à cette époque donc quelque chose de très important. Alors, par exemple, le signe du Bélier, donc c'est on va dire le signe du mouton, hein, si on était ici en Chine ou en Asie. Le signe du Bélier, c'est le signe des bergers. Donc, c'est-à-dire que ce mois-là, c'est le mois où on doit sortir les troupeaux parce que le printemps commence. Donc, puisque c'est le moment de l'année où le climat est le plus favorable pour sortir les moutons, eh bien, on va appeler ça, ce mois-là, le signe du Bélier. Donc, c'est quelque chose de très pragmatique donc pour l'agriculture. On sait que quand on arrive dans le mois du Bélier, les bergers peuvent sortir leurs moutons et aller les mettre notamment dans les montagnes. Moi, je viens d'une région, les Cévennes, où c'est très important. Et le signe du Bélier marquait vraiment le rythme de vie des bergers. Le deuxième signe donc qui est après, le taureau, ce signe-là vient donc d'Asie centrale. Et c'était le signe des éleveurs de gros bétail, c'est-à-dire à ce moment-là aussi, ces éleveurs-là pouvaient commencer à sortir ces bêtes, en faire quelque chose, à les élever et à les arranger pour pouvoir les vendre par la suite. Troisième signe, le signe des Gémeaux, donc c'est le signe à deux têtes. Alors c'est le dieu romain Janus, mais en tout cas c'est le signe à deux têtes. Pourquoi deux têtes? Tout simplement parce qu'il est entre le printemps et l'été. Donc on arrive entre le mois de mai et le mois de juin actuel, et là il y a une partie qui regarde donc le printemps et puis une partie qui regarde l'été. C'est là aussi quelque chose d'extrêmement important parce que l'été, c'est à la fois le signe positif de l'agriculture, mais c'est aussi la période où il fait le plus chaud. Et donc, on commence à entrer dans une période qui est difficile pour les agriculteurs. Le signe d'après, c'est le signe du Cancer. Alors, ce signe-là, le nom a changé par la suite, mais en fait, c'est le signe du crabe. Parce que le symbole de ce signe-là, c'est un crabe. C'est un animal qui incarne l'été et le repos. Alors, à l'époque, on voyait les crabes sur les rochers, donc on donnait l'image d'être en vacances, de se reposer. En fait, ce signe-là indique qu'on doit diminuer l'activité économique parce qu'il fait trop chaud. Autre signe, donc le signe du lion qui est après, lui c'est le roi des animaux. C'est le signe de l'été et du soleil, parce que le soleil, dans les civilisations anciennes, était souvent le roi des dieux. Notamment, par exemple, dans la civilisation égyptienne, donc c'était le dieu Ra, qui était le dieu soleil. Et on a donné donc pour nous, après en Europe, donc ce signe du lion. Mais en tout cas,
ce signe-là du lion, du roi des dieux, tout ça, ça vient c'est un transfert de l'Égypte et c'est le signe de l'été. Ensuite, la Vierge, le mois d'août, septembre, donc c'est la déesse de la fécondité qui est donc à la fin de l'été et c'est à ce moment-là que va commencer la période la plus favorable pour l'agriculture. Je vais rapidement finir donc ces signes. Donc l'autre, c'est le signe de la balance, donc vers septembre. Donc c'est le signe de l'équilibre, égalité entre le jour et la nuit. Et ce signe vient de Mésopotamie. En tout cas, on sort on est sorti définitivement de l'été. On rentre donc, on est à l'automne. Nous sommes on sommes entrés dans la période qui va nous amener vers l'hiver. Ensuite, il y a le signe du scorpion qui vient de Babylone. Alors, il y a des scorpions en Europe, ne croyez pas, mais le scorpion était un animal sacré à Babylone et en Égypte, puisque dans les déserts, donc c'est un animal donc qui était très craint. Et les Babyloniens avaient très peur du scorpion parce qu'il pouvait se mettre partout. Et donc, il pouvait donc d'ailleurs piquer donc les gens. Et donc, ce mois-là, c'est un mois donc qui indique qu'il faut faire attention parce que c'est la saison des morts et du froid. Parce que en fait, à cette époque-là aussi, il y avait beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, ce mois de novembre-là, il y avait beaucoup de morts dans les inondations, notamment. Et donc, on lui a donné le signe de cet animal qui était craint. Donc, le signe du scorpion, le mois du scorpion, c'est le mois où il y a beaucoup de risques de danger climatique. Ensuite, il y a le Sagittaire, donc c'est bon signe à moi. Donc, c'est un mi-homme, mi-cheval. Donc, c'est donc à la fois le ciel et la terre. C'est le signe du repos. Alors, même si c'est mon signe, j'ai pas beaucoup de repos, mais en tout cas, le Sagittaire, donc, c'est la période après, donc, où on essaye de travailler à l'intérieur, donc, de la maison, de l'étable. Et en tout cas, il n'y a plus ces grandes marches donc, que devaient faire absolument les bergers à cette époque. Le Capricorne, donc c'est le signe où c'est une chèvre, en fait, le signe du Capricorne. Et là, on est endormi. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est là où il fait très froid. Et donc, comme c'est le moment où il fait froid, personne n'est dehors. Les hommes sont dedans, les animaux sont dedans, les animaux sauvages sont en hibernation. Le seul animal qui n'est pas en hibernation, c'est la chèvre. Donc, puisque c'est la seule qui n'hiberne pas, on lui a donné donc son symbole, donc de la chèvre, aussi du Capricorne, donc qui est donc le signe où là tous les êtres vivants dorment. Ensuite, il y a le Verseau. Donc là, c'est le signe de l'eau. Et donc, il y a là aussi des pluies, même des inondations encore. En tout cas, c'est la saison de l'eau, mais c'est à la fois nécessaire parce que si durant le mois du Verseau, il n'y a pas de pluie, ça sera catastrophique pour pouvoir régénérer les sources d'eau. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on vit grâce aux puits, et c'est dans les puits qu'on va chercher de l'eau. Et donc, il faut absolument que les nappes d'eau souterraines soient ressourcées. Et donc, dans ce mois du signe du Verseau, c'est le mois où il faut absolument qu'il y ait de la pluie. Et enfin, dernier signe, le signe du Poisson, c'est la saison des poissons, vous savez, c'est de migration des poissons. Et donc, c'est le retour à la vie. Et là, on est dans le printemps et c'est la vie se réveille, se développe. Donc voilà. En tout cas, vous voyez que ces 12 signes marquent donc la vie quotidienne des gens de cette époque. Ce n'est pas une création pure et simple des Européens. Ça vient un peu de partout autour de la Méditerranée. Ensuite, avec les Égyptiens ou les Babyloniens. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des constellations et nous apercevons que ce soit en Europe ou que ce soit en Chine,
eh bien, on a fait la même chose, puisque nous avons des documents anciens des deux époques. Bien évidemment, les Grecs et les Chinois ne travaillaient pas ensemble à cette époque, et donc ils ne pouvaient pas savoir ce que l'un faisait, ce que les autres faisaient. Et donc, on est quand même curieux de voir que finalement, ils avaient à peu près la même approche donc de cette carte, de cette façon de cartographier en fait le ciel. Vous voyez en bas à droite, c'est le plus vieux document donc qui nous montre comment les Chinois donc avaient fait leur carte du ciel. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous parler notamment de cette astronomie chinoise, une petite parenthèse. Euh, et donc, de toutes les civilisations anciennes, seule la civilisation chinoise s'est perpétuée. La Chine ancienne, parce que les autres civilisations ont disparu, se sont effondrées, et donc elles ont été remplacées par d'autres civilisations. L'Égypte a disparu, Babylone a disparu, la Mésopotamie a disparu. Et donc, finalement, il y a eu des ruptures par la suite, même s'il y a eu des transferts. Tout à l'heure, je vous ai dit que Babylone a inspiré l'Égypte, l'Égypte a inspiré la Grèce. Malgré tout, ce sont des civilisations différentes. Il n'y a que la Chine qui a eu à peu près une histoire constante et le fait d'une histoire continue. Et cette histoire continue a permis notamment donc, aux sciences anciennes comme l'astronomie, de pouvoir continuer de façon assez linéaire et donc d'être très en avance par rapport aux autres astronomes du reste des autres grandes civilisations. Et donc, la Chine ancienne avait malgré tout son propre donc, façon de faire ses cartes et son propre système théorique pour diviser et nommer le ciel. Tout à l'heure, moi, je vous ai dit que on parlait de mythes et de dieux pour pouvoir identifier donc les constellations. Nous allons voir que les Chinois ne le faisaient pas du tout de la même façon. Alors, au cours donc de la période ce qu'on appelle des trois royaumes, donc l'historiographe que j'ai parlé tout à l'heure, donc Chen Zhuo, a établi donc un système plus précis avec 283 constellations. Donc, il est en Chine, c'est le document que vous voyez en bas d'ailleurs, c'est ce document de ce cartographe, donc Chen Zhuo. Et donc, c'est le premier document où l'on voit 283 constellations. Et dans ces 283 constellations, il y a 1464 étoiles. Donc, c'est le document scientifique le plus intéressant que nous puissions avoir sur ce sujet-là, le plus complet en tout cas, de ce qui nous est resté. Peut-être qu'il y a eu d'autres qui ont fait mieux, mais en tout cas, c'est celui dont nous avons encore la preuve. Alors, puis ensuite, à la jonction des dynasties Ming et Qing, quelques constellations supplémentaires importées de l'Occident ont été ajoutées, le référentiel étant finalement constitué d'environ 300 constellations. Donc, vous voyez, il y avait déjà 283 constellations d'après le document que nous avons. L'Occident en a rajouté à peu près une vingtaine, à peu près. Donc, c'est assez minoritaire, mais en tout cas, il y a ces 20 en plus après dans l'astronomie chinoise. Contrairement à la tradition donc, occidentale des constellations, qui repose principalement sur des mythes et des légendes, le système astronomique de la Chine ancienne peut être considéré comme le reflet de la société et de la culture chinoise. Ainsi, quand nous, on va donner à ces étoiles donc, des noms donc de dieux, de monstres, ou de personnages donc, imaginaires, la Chine va être beaucoup plus pragmatique et elle va utiliser à cette époque des noms de la société, notamment des noms d'objets ou des noms de personnages célèbres. On voit là une différence donc, entre les constellations occidentales et orientales. Donc, la Chine préfère donc faire un lien beaucoup plus approfondi entre la vie terrestre et la vie donc céleste, puisqu'on va donner des noms d'objets terrestres aux étoiles notamment, tandis qu'en Occident, on fait clairement la différence entre la vie terrestre et la vie céleste. C'est deux mondes différents.
Alors, je vous donne ici un livre de Joseph Needham, qui est probablement, alors c'est un Britannique, il est un des plus grands spécialistes des sciences chinoises et de l'histoire des sciences chinoises. Et c'est dans son livre notamment que là, je peux vous donner quelques éléments. En tout cas, il y a une version française, donc je vous encourage bien sûr à lire ce livre dans sa version française. Donc, pendant longtemps, l'astronomie et le calendrier ont occupé une position centrale dans le système politique de la Chine ancienne et ont même été consacrés comme une étude officielle orthodoxe. C'est-à-dire que le calendrier était très important parce que le calendrier, ça va rythmer, c'est le rythme de trois choses donc très importantes, à la fois, donc c'est la vie quotidienne et notamment la vie économique. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que le calendrier va rythmer la vie religieuse aussi, parce que il y a des dates précises avec des fêtes et des cérémonies religieuses à avoir. Et troisièmement, aussi, c'est le calendrier politique également, dans lequel il faut rendre hommage notamment à l'empereur, où il y a des cérémonies politiques que le peuple doit faire pour rendre hommage donc à l'empereur. Et donc, c'est pour cela que les empereurs chinois ont ont accordé beaucoup d'importance à ce calendrier parce qu'il fallait pouvoir donc trouver des dates donc sur la vie quotidienne des gens, mais en même temps pour marquer le côté cérémonial donc religieux et politique. Donc on appellera ça donc l'astronomie. C'est une étude officielle orthodoxe, c'est-à-dire traditionnelle. C'est ainsi que sont apparus des organismes officiels spécialisés dans l'observation des cieux et l'établissement de calendriers. C'est-à-dire qu'en Chine, donc, on va avoir des personnes qui vont être consacrées donc, à l'observation des cieux et aussi donc, dans le calcul ou l'établissement plus précis des dates et donc du calendrier. Cela a contribué favorablement au développement de l'astronomie chinoise. Ainsi, parmi les civilisations anciennes, la Chine est un pays au riche patrimoine astronomique, hérité d'activités d'observation jamais interrompues. Et ça, ce jamais interrompu est très important dans le fait qu'on considère aujourd'hui que, historiquement, la Chine est certainement donc la civilisation qui a le mieux développé cette discipline. Alors attention, quand je dis le mieux, ça ne veut pas dire que c'est juste. Les astronomes chinois ont dit des choses vraies et aussi beaucoup de choses fausses parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prouver la véracité de ce qu'ils disaient dans beaucoup de cas. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans son ouvrage Science et civilisation en Chine, donc que vous voyez donc à gauche, donc Joseph Needham a dit du Moyen Âge à la fin du XIVe siècle, il n'y avait pas d'autre carte stellaire que celle établie par la Chine. C'est-à-dire que jusqu'au XIVe siècle, on va dire avant la Renaissance, donc, il n'y avait pas de carte réelle développée donc que celle qui avait été transmise par la Chine. Alors, Joseph Needham est un peu radical parce que, bon, tout à l'heure, je vous ai dit que Ptolémée, notamment, donc les Grecs, puis les Arabes aussi ont travaillé donc sur cela. Je pense qu'on peut dire en fait que c'est pas que ça n'existait pas, mais en tout cas que les cartes chinoises étaient les plus complètes. Il existe par exemple, des milliers de consignations d'éclipses solaires et lunaires de la Chine ancienne, je vous le disais tout à l'heure, qui sont très précieuses dans l'étude des changements de vitesse de rotation de la Terre. Alors, ça aussi, puisque la Chine, donc, sa civilisation a continué de façon continue, sans interruption, pardon, donc on a des archives. Et ces archives nous permettent de dire, à chaque fois, tiens, tel jour de telle année, donc nous avons eu une éclipse. Et quand on voit les dates, donc grâce à ces archives, on peut voir là la continuité, c'est-à-dire à quelle date nous avons eu
ces éclipses? Est-ce que c'est des dates qui reviennent de façon permanente, logique? Et grâce à cela, on a vu que les dates n'étaient pas tout à fait les mêmes. Pas tout, oh, elles reviennent de façon régulière, ces éclipses, mais pas tout à fait. Et donc, on a commencé à comprendre que la Terre tournait, et en plus, non seulement elle tourne, c'est qu'il y a une rotation, mais en plus qu'elle ne tourne pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'elle a tendance donc à changer de vitesse avec le temps. Et donc, si elle tourne plus vite, ça veut dire que l'éclipse ne sera pas aux mêmes périodes. Alors, bien évidemment, la vitesse de rotation, donc bien évidemment, n'est pas le changement de vitesse n'est pas un changement radical. Hein, ça change de petit à petit. Et donc là, en tout cas, grâce à ces archives anciennes de la Chine notamment, on a pu découvrir là que il y avait donc que la Terre tournait sur elle-même. Alors, Uranie, donc, je reviens maintenant en Occident. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc des mythes, des horoscopes, donc, et donc en Europe et en Chine. Je vous montre ce personnage. Dans la Grèce antique, donc il y avait dans les sciences, donc il y avait des personnages, des dieux qui étaient consacrés donc pour chaque chose. Donc c'est une civilisation donc donc avec plusieurs dieux. Et donc celle qui était consacrée notamment à l'astronomie, c'est Uranie, donc une femme scientifique. Donc vous voyez une femme sur l'image avec donc le globe terrestre de l'époque, avec un instrument que vous voyez aussi donc entre les mains. Et donc c'était Uranie, une femme qui donc était le dieu ou la déesse plutôt donc des astronomes. D'ailleurs, Uranus est une planète qui portera son nom plus tard. Donc, mais en tout cas, c'est le fait que l'astronomie et ses propres dieux montrent l'importance de cette époque et montrent le lien entre les sciences et les sciences humaines. Alors, arrivons maintenant à la cosmologie donc française. Alors, je fais un bond dans le temps parce que il faut absolument donc avancer, mais je voulais vous montrer les origines, comme je fais toujours. Maintenant, on va arriver donc dans l'époque contemporaine et passer donc à la cosmologie française et notamment comment donc les scientifiques vont devenir plus importants que les sciences humaines et surtout prendre une place plus importante parce qu'on a développé donc des compétences dans ce domaine. Alors, finalement, comme je disais tout à l'heure, alors que la cosmologie internationale se fonde sur la physique, la particularité de la France est d'utiliser massivement les mathématiques. Alors, quel est l'avantage? Je vais vous montrer donc un exemple donc, qui est Urbain Le Verrier. Urbain Le Verrier, donc 1811-1877, c'est un astronome et mathématicien français. Alors, il est célèbre pour deux raisons. D'abord, il est le fondateur de la météorologie moderne, qui fait encore aujourd'hui de la France un leader dans cette discipline. C'est-à-dire qu'il a réinventé donc la science météorologique. Tout à l'heure, je vous ai dit, donc c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai parlé des civilisations anciennes, c'est que l'astronomie est liée donc à la météo et au climat. Et donc, la météorologie donc, est une science importante depuis l'origine pour les astronomes. Et donc, Urbain Le Verrier, lui, donc, il va révolutionner la façon d'étudier scientifiquement la météo. Et depuis lui, les écoles françaises concernant la météo, et notamment la météorologie, donc, sont parmi les meilleures écoles dans le monde. Deuxième chose, donc, il est aussi célèbre parce qu'il a découvert la planète Neptune. Alors, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'a pas découvert, comme les autres, en observant avec un télescope le ciel, il l'a découvert donc par des calculs mathématiques le 23 septembre 1846. C'est le seul cas où une planète donc a été découverte par des calculs purement
mathématiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, il y avait William Herschel qui avait donc découvert la planète Uranus. Alors, je vous montre, vous avez en haut à droite donc un dessin des planètes. Vous voyez Uranus, Neptune. Donc, Uranus, c'est l'avant-dernière planète. C'est la planète, cette jolie planète bleue, donc bleu-vert. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'admiration pour la couleur de cette planète. On ne connaît pas beaucoup de choses d'ailleurs sur cette planète-là, mais en tout cas, elle a été découverte par William Herschel, mais elle avait un problème. Elle avait un problème, c'est-à-dire que sa façon de tourner sur elle-même et la façon de tourner autour du Soleil. Donc, il y avait des choses, c'est-à-dire que sa rotation et son déplacement n'étaient pas continus. Donc, si ce n'était pas continu, donc, pourquoi on dit ça? Parce que bon, vous savez qu'à cette époque, l'Europe dépend entièrement de la physique de Newton. Newton, donc, est à la base de la physique et toute la physique européenne jusqu'à Einstein va dépendre en grande partie des théories de Newton. Et donc, Newton donc, avait notamment défini la gravitation universelle. Et donc, d'après donc, la physique de Newton, donc, cette planète, donc Uranus, donc, ne suivait pas ou n'obéissait pas à la physique de Newton. Alors, c'est comme ça que Urbain Le Verrier, donc, parce que bien évidemment, il n'était pas possible de dire que Newton se trompe. C'est-à-dire donc, la physique de Newton se trompe. Alors, si Newton ne se trompe pas, parce qu'il n'y avait que deux possibilités, hein, si les calculs d'Uranus sont faux, soit c'est la théorie de Newton qui est fausse, soit Uranus a un problème. Donc, à cette époque, on ne remet pas en cause la théorie de Newton. Donc, dans ces cas-là, on s'est dit, mais Uranus a un problème ou a quelque chose qui fait qu'elle n'obéit pas à cette gravitation universelle de Newton. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on s'est dit? Le Verrier a dit, il doit y avoir une autre planète, pas loin, qui attire attire Uranus. Et donc, c'est ça qui fait que Uranus donc, ne peut pas tourner et évoluer dans notre galaxie de façon sans aucune difficulté. C'est parce qu'elle a un obstacle gravitationnel qui est l'obstacle de Neptune. Et donc, c'est comme ça. Et il dit, puisque c'est comme ça, je vais voir donc les calculs de Uranus et d'après mes calculs, je serai capable de trouver où est la planète Neptune. Et donc, Le Verrier donc, a développé ces calculs pour voir un peu où était cette planète qui pose problème donc, à Uranus. Et il a dit, voilà, d'après mes calculs, donc cette planète se situe à tel endroit. Et des physiciens astronomes, finalement, ont cherché, donc avec les télescopes, à l'endroit où indiqué par les mathématiques de Le Verrier. Et en effet, donc là où avait dit Le Verrier, ils ont trouvé une planète. C'est la planète Neptune. Donc là, c'est un peu la grande victoire donc, des mathématiques françaises, c'est que il n'y a pas que la physique qui est utile donc à l'astronomie. Il y a d'autres sciences qui sont utiles, notamment donc les mathématiques. Alors d'ailleurs, on va s'apercevoir aujourd'hui, tout le monde connaît, on sait que Saturne a des anneaux. On sait maintenant que toutes les grandes planètes ont des anneaux aussi. Et un des anneaux donc de la planète donc de Neptune, puisque c'est une planète qui a été découverte par Le Verrier. Donc, un anneau de Neptune porte le nom de Le Verrier. D'ailleurs, il y a une phrase, une fois qu'on a prouvé qu'il y avait bien une planète, l'Académie des sciences française donc, prononcera cette phrase célèbre, Monsieur Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a découvert les autres planètes en regardant le ciel. Mais Le Verrier, c'est le seul qui a découvert une planète en regardant un papier.
Alors, c'est un humour scientifique, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est le seul astre qu'on a découvert de cette façon, donc par les mathématiques.